18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Cédric Decoeur. Et à présent, on tire le portrait d'une grande fortune indonésienne. C'est Michel Audebang qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Gemway Asset. Vous nous emmenez en Indonésie et on parle de la 5e fortune indonésienne, c'est ça ? C'est ça. Mokhtar Riyadi, qui est fondateur du Lippo Group, qui est un des plus gros conglomérats en Asie. En effet, il a un peu plus de 3 milliards de dollars de fortune. Et ça regroupe quoi comme activité, ce conglomérat ? Alors, à la base, activité bancaire. Et puis, il s'est diversifié dans des domaines divers, l'immobilier, réalisation un peu partout en Asie, dont le Lippo Village, très luxueux à côté de Jakarta. Distribution, on parlera tout à l'heure, Matahari, le premier groupe de grands magasins en Indonésie, et d'infrastructures. Aujourd'hui, le groupe est totalement sorti du monde bancaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme ? D'où vient-il et comment est-ce qu'il a tracé sa route finalement ? C'est un symbole du tycoon émergent qui est parti de rien. Il a commencé avec un petit business de vente de bicyclettes et qui a réussi à bâtir un empire grâce à un réseau relationnel tissé dans l'ensemble de l'Asie et du monde. En fait, il est né Lee Wencheng à Java, hein, sur l'île de Java, de par grand chinois en 1929. Il n'était pas très copain avec les Hollandais à l'époque. Il a été gentiment prié de quitter l'Indonésie. Il a réussi à revenir à la fin de ses études à Surabaya, puis à Jakarta, où il a donc créé, à partir de zéro, une petite boutique de bicyclettes. Mais comment on passe de la boutique de bicyclettes à entre guillemets, un empire financier, enfin, ou en tout cas une activité financière? C'était quoi? C'est par hasard ou c'était un rêve? C'est par hasard. Les parents donc étaient immigrés chinois d'une zone où les Chinois ont beaucoup immigré et où la diaspora après a été forte. Un mot sur la diaspora chinoise, c'est un groupe très puissant en Asie. Pour ne citer que 2 chiffres, en Indonésie, les immigrés chinois sont à peu près 3% de la population, mais ils contrôlent les grands groupes et ils représentent plus de 70% de la richesse créée pour 3% de la population. Et ça a été la chance de Mokhtar Riyadi, parce qu'au moment où il a rejoint en 1960, où il a réalisé son rêve de rejoindre le monde bancaire, hein, tout petit, hein, il avait un peu le même rêve que moi, tout petit, quand il allait sur le chemin de l'école, il passait à côté d'une banque où il y avait des gens très bien habillés, des banquiers bien habillés, qui travaillaient dans un magnifique building, et tous les matins il se disait, plus tard je serai banquier. Et il a rejoint une banque, qui est Macmillan, en 1960, pour collecter des fonds sur cette cible de diaspora qu'il connaissait bien, parce que ses parents étaient depuis longtemps dans la diaspora. Il a très bien réussi. Il a rejoint après, en 1975, Bank Central Asia, qui avait rien d'une banque centrale, qui était même une banque plutôt en difficulté à l'époque, mais qui avait comme actionnaire les fils du président Suharto. En 10 ans, il en a fait la première banque privée en Indonésie. Donc un premier beau succès. Et puis après, en 40 ans de carrière bancaire, il a dirigé 6 banques, dont 2 aux États-Unis. En 1990, il a racheté une petite banque à San Francisco, à des Chinois. Il a continué à développer son réseau relationnel. Et il a fréquenté assidûment en ce moment-là un jeune sénateur de l'Arkansas, à peu près inconnu, un certain Bill Clinton. Ouais, ils ont été très proches. Et il a financé à chaque fois ses campagnes électorales. Et donc, à partir d'un certain moment, entre guillemets, il abandonne son rêve d'enfance, entre guillemets, et il diversifie son groupe. Comment se fait le déclic, finalement ? Très vite, en fait. Et dès le début, comme d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs chinois, ils voient la banque comme un moyen de lever des capitaux pour investir dans d'autres activités. Donc, très vite, ils voient ça, ils diversifient. Il aura eu des hauts et des bas, d'ailleurs, dans le secteur bancaire. Et donc... au-delà, à un moment, il se dit, bon, finalement, je vais arrêter la banque et me consacrer à tout ce qui est ailleurs. En fait, il faut bien voir qu'il a une notion de la banque qui est plus relationnelle, ou de la finance qui est plus relationnelle que purement capitalistique. Le guanxi, hein, les relations en chinois, avec ses enfants, avec ses fils, on les surnomme les Rothschild du Pacifique. Ceux qui ont réussi à vendre de la confiance dans toute la zone. Aujourd'hui, ce groupe, il tire sa substance de quoi? Alors, de 50 filiales dans de nombreux domaines, 50 000 salariés. Une entité là-dedans nous plaît et nous intéresse. Il y a un vaisseau amiral en quelque sorte? Il n'y a pas de vaisseau amiral, il y a toutes les activités dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans la distribution, il y en a un, c'est Matahari,
qui est la plus grande chaîne la première chaîne de grands magasins en Indonésie. C'est un peu les Galeries Lafayette, hein, si vous voulez. Un mot quand même pour bien comprendre le potentiel d'Indonésie. De nombreux auditeurs ont dû aller en Indonésie, charmant pays. On voit très bien les 13 000 îles et un petit peu plus et la beauté du paysage. Certains ne réalisent peut-être pas qu'on parle d'un pays très peuplé, plus peuplé que le Brésil aujourd'hui. D'accord. 250 millions d'habitants. En fait, c'est le 4e pays le plus peuplé au monde, juste derrière les États-Unis. Donc un énorme potentiel. Matahari a aujourd'hui 116 magasins. Sur 2014 et 2015, ils envisagent d'en ouvrir 65. Oui, 50% en plus. C'est un groupe qui se développe très vite. 700 millions de chiffre d'affaires, 130 millions de résultats, mais on attend en 2015 à plus 40% par rapport à 2014. Et depuis le début de l'année, 63% de performance en bourse, donc c'est plutôt très bien. Qu'est-ce que ce groupe ou cet homme nous dit de l'économie indonésienne aujourd'hui? Si on élargit un petit peu ce portrait, vous nous avez dit brièvement quelques mots sur la géographie économique de l'île, mais où en est finalement aujourd'hui l'Indonésie? L'Indonésie est à une période très intéressante. Dans notre fonds GEM Equity, on est sur plus de 20 pays, 77 titres. On a près de 4% sur l'Indonésie, sensiblement deux fois plus que les indices. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui, on l'a vu, une population très forte, un développement économique très fort, qui a clairement des problèmes d'infrastructure, qui vient de connaître des élections. Monsieur Jokowi a été élu. On a beaucoup parlé de Monsieur Modi en Inde. Début juillet, l'Indonésie a eu son Modi qui s'appelle Monsieur Jokowi. C'était pas joué parce que l'élection a été un peu plus limite que ça a pu être le cas en Inde. Mais c'est là aussi quelqu'un qui est plutôt pro-libéral. Il y a de nombreuses réformes à faire en Indonésie, pardon. Si vous y êtes allé, on voit bien qu'il y a des routes à construire, enfin beaucoup d'infrastructures à faire. L'Indonésie est en train de commencer ce chemin de réforme, et en tout cas aujourd'hui un pouvoir qui a clairement ça en ligne de mire. Quand on investit là-bas, c'est un investissement en plein devenir, c'est un de ces pays qui vont compter dans la région? Ah, très clairement. Très clairement, c'est un des pays qui nous paraît avoir le plus de potentiel en ASEAN, et quand on parlait de la taille des pays tout à l'heure, on est en tout premier pays mondiaux. Une des questions aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne l'endettement aussi. Qu'est-ce qu'il en est en Indonésie? Est-ce que c'est une problématique qui surgit ou pas? Alors ça a été une problématique, vous vous en rappelez, hein, c'était un des pays qui a eu des soucis. On parlait dans les bytes, vous vous rappelez, l'an dernier, en 2013, ces pays qui ont eu des soucis de balance commerciale, balance courante et quelque part un petit peu d'endettement. Comme tous les pays, comme l'Inde, la Turquie, etc., ils ont réagi avec des hausses de taux importantes, qui aujourd'hui leur laissent une marge de manœuvre pour bien envisager l'avenir. Et derrière ces hausses de taux, derrière les baisses de devises, qui n'étaient peut-être pas voulues, mais qui ont été quand même très violentes, on a derrière un rééquilibrage très rapide. Bon. En fait, ça s'est passé dans quasiment tous les pays, en Inde, en Indonésie. Le seul pays qui a été un petit peu à la traîne pour ça, c'est l'Afrique du Sud. Mais typiquement, en Indonésie, suite à la chute de la roupie indonésienne, les comptes se sont très rapidement redressés, et aujourd'hui on est dans une situation qui paraît meilleure, bien meilleure. Et bien voilà, Mokhtar Riyadi, illustration de cette économie aussi indonésienne, le fondateur et président de l'Hippo Group. Merci pour ce portrait, Michel Audéban, le directeur général de Genway Assets. Bon retour et bon week-end.